Écrivain et philosophe, notre invité de ce soir est à l'origine d'une trentaine de livres qui lui ont valu de nombreux prix et récompenses. On peut citer le prix Femina pour Jour de colère, le prix Giono pour Toby Desmarais ou encore le Goncourt des lycéens pour Magnus. Scrupules, croyances, foi, grandeur, mystère, révélation, autant de thèmes qui résonnent dans son œuvre. Une œuvre que l'on pourrait qualifier de très poétique. On y trouve des romans bien sûr, mais aussi des essais littéraires dédiés à des thèmes comme la religion ou encore à des peintres ou encore à des personnages importants. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Germain. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau et ce soir, on va parler de votre œuvre en général, mais plus spécifiquement de votre dernier roman, un roman qui est paru aux éditions Albin Michel et qui s'intitule « Le vent reprend ses tours ». Alors, il semble que ce thème du vent vous inspire puisque déjà en 2002, vous avez publié « Le vent ne peut être mis en cage ». Alors, avant de rentrer dans le détail du livre, pourquoi ce titre qui peut sembler un petit peu surprenant de prime abord? Pourquoi le choix de ce titre ? C'est toujours difficile déjà de trouver un titre, différentes idées étaient venues, et puis en fait c'est une phrase tirée de l'Ecclésiaste. Le vent reprend ses tours, c'est-à-dire c'est à la fois l'idée que tout revient, tout recommence, mais en même temps le vent ne retrace pas exactement les mêmes chemins. C'est plutôt de l'ordre de la spirale quand le vent revient ou reprend ses tours, ses tournoiements. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, dans la vie des gens. Parfois on a l'impression accalmie totale, mais accalmie pas toujours dans un bon sens, qui peut être l'ennui, quelque chose se plombe, et puis le vent, on peut le prendre aussi un sens de vitalité, recommence, reprend le souffle revient. On peut l'entendre de différentes façons. Est-ce qu'il y a aussi dans cette idée de vent, de tournoiement, comme vous le disiez, l'idée de quelque chose de cyclique? Parce que dans la vie, on observe souvent cette notion de clinique ou de cycle, où tout d'un coup les choses vont bien, puis moins bien, le personnage se construit, se reconstruit, se déconstruit. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de marquer quelque chose d'un peu cyclique dans nos existences? C'est à la fois cyclique, mais comme je disais, c'est de l'ordre aussi de la spirale. Quand le vent reprend ses tours, c'est pas à l'identique. Et si c'était cyclique comme une sorte d'éternel retour du même, à mes yeux en tout cas, ça sera assez terrible. Effectivement, il peut y avoir des phases au cours d'une vie avec des retours de choses qui semblent pareilles, mais si on regarde de plus près, il y a toujours d'infimes différences. Parfois, elles ne sont pas infimes, elles sont importantes. Donc, je ne le vois pas en cercle. Je vous dis plutôt en spirale et avec des sortes parfois de dérapages où elle est un peu sur les marges. L'histoire du personnage, c'est quand même quelque chose qui est resté enfoui et qui revient soudain. Et quand vous tirez un fil de la mémoire et surtout de l'oubli de ce qui avait été vraiment enfoui ou refoulé ou par un mensonge ou par un non-savoir, oui. Et que ça ressort, il y a beaucoup de choses qui bougent autour. Alors, disons quelques mots de cette histoire pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Dans ce livre, vous mettez en scène Nathan, qui va replonger dans ses souvenirs de jeunesse, une jeunesse qui a été marquée par une histoire d'amitié incroyable, avec un personnage qui n'a pourtant rien de commun avec lui à la base, qui est un personnage très, très, très exubérant, un certain Gavril, et il s'est vraiment construit avec ce personnage, d'autant que sa mère, on le découvre, était très peu présente, et il va donc replonger dans ses souvenirs et se rappeler toute la fantaisie, toute la poésie que lui a apporté ce Gavril, poésie qui lui a tant manqué dans sa jeunesse. Parlez-nous un peu de ces personnages. C'est l'histoire d'une amitié qui a été celle entre un enfant et un homme d'âge déjà très mûr, qui aurait presque pu être son grand-père, d'origine étrangère. Mais l'enfant, lui, il est vraiment encore trop jeune pour se poser certaines questions. Il n'a jamais cherché à approfondir du temps de cette amitié improbable et réelle avec cet homme qui lui amène effectivement à la fois une fantaisie, une ouverture sur le monde, un goût, une saveur de la vie qui lui manque dans sa petite existence quand même très étriquée, parce que c'est une famille réduite vraiment à la portion congrue, juste une mère, des grands-parents qui voient très peu, personne autour, pas de fratrie, donc il y a des enfants comme ça qui sont
qui vivent leurs premières années vraiment dans une sorte de confinement, de solitude, mais pas au bon sens du terme, pas celle, la belle solitude dont parlait Rilke. C'est la solitude vraiment d'un ennui qui n'est pas fécond. Et quand il va rencontrer par hasard, comme ça, en traînant un peu dans la rue, cet homme qui est effectivement assez différent de ceux qu'il peut croiser et qu'il prend un peu sous son aile, il découvre la ville, en l'occurrence là c'est Paris, il découvre des pans de l'histoire, l'autre l'initie beaucoup à la poésie mais d'une manière très, très fantasque, parce que c'est un être fantasque, et un jour cet homme disparaît. Et là c'est le cataclysme effectivement, donc il va enquêter sur cet ami absolument prodigieux, il va découvrir plein de choses qu'il ignorait, notamment le fait que Gavril était roumain, qu'il avait été emprisonné dans des goulags. Qu'il était roumain et Rome par sa mère, exactement. Avec ce que ça impliquait du temps de la guerre. Et donc il va dénouer plein de secrets bien gardés. Est-ce que vous avez complètement inventé ces personnages, ou est-ce qu'à la base il y a une histoire vraie, quelque chose qu'on vous aurait raconté, ou c'est né de votre imagination? Non, totalement inventé. Et c'est vrai que j'ai été toujours sensible à l'histoire de ce qu'on appelle les Roms, mais bon, il y a beaucoup d'autres noms selon leurs communautés. Et on a beaucoup passé sous silence. On mentionne parfois qu'il y a eu extermination des Juifs et des Roms. Enfin, on dit en général les Tziganes. Mais comme ce n'est pas une culture de l'écrit, eux-mêmes ont très peu écrit sur cette tragédie, et c'est resté beaucoup dans l'ombre. Et on a tendance à oublier, déjà, je trouve, on a déjà tendance maintenant que les derniers témoins, les derniers rescapés de la Shoah disparaissent peu à peu. Je trouve tendance quand même à oublier ou à minorer et puis à tout transformer, les mensonges que l'on entend pulluler, etc. Alors, en ce qui concerne cette extermination des Tziganes, elle n'a jamais été très mise sur le devant de la scène, on connaît très mal. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu enquêter un petit peu, il n'y a pas tant de livres ou d'ouvrages que ça. On trouve toujours, en cherchant bien, il y a des historiens spécialisés sur ces sujets. J'ai trouvé des ouvrages, mais vraiment d'historiens, des éditions universitaires. Et il faut vraiment chercher avec des témoignages qui sont... La réalité dépasse toujours la fiction. Moi, je rentre même pas trop dans les détails, mais il y a des dizaines de romans à écrire à partir de certains témoignages, mais qui sont des témoignages c'était par l'oralité, que des gens sont allés chercher, qu'ils ont enregistrés et ensuite écrits. Et est-ce qu'il y avait justement de votre part quasiment une mission d'un devoir de mémoire pour justement parler de ces massacres dont on parle finalement, vous avez raison, pas tant que ça? Non, je me donne pas des missions, j'ai pas cette prétention-là. C'est simplement un thème, un sujet qui me tracasse depuis très longtemps. On voit aussi à l'heure actuelle comment ça se passe pour toutes ces populations venues de Roumanie, mais pas seulement. Ça peut être la Slovaquie, la Serbie, enfin les pays de l'Est. Les plus nombreux, effectivement, viennent souvent de Roumanie et qui n'arrivent pas à trouver un lieu où vraiment pouvoir vivre à leur manière à eux. Il y a une incompréhension, à l'évidence, entre le type de société, de manière de vivre que eux ont choisi ou dont ils ont hérité et qui veulent continuer à faire vivre depuis des siècles et des siècles, et qui ne peuvent pas vraiment bien cohabiter ou facilement cohabiter avec nos sociétés, et même si elles sont de moins en moins sédentaires, nos sociétés, mais ça n'a rien à voir avec la mobilité, avec leur mobilité à eux et leur manière de vivre. Donc il y a une incompréhension, une incompatibilité, et puis il y a des rejets terribles. On voit bien en ce moment en Europe à l'égard de tout ce qui est migrant, espèce de terme vague. C'est quelque chose qui vous affecte beaucoup? On ne peut pas être indifférent à ça, ça fait partie de notre présent, notre actualité, et quand on est déjà d'un certain âge, on a en mémoire ce qui s'est passé avant, même si c'était avant ma naissance, la Shoah et tout ce qui a pu se passer,
et bien d'autres choses aussi encore dans les décennies qui ont suivi. On ne peut pas être indifférent à tout ça. Et bien évidemment, on va vivre le présent le plus brûlant avec toute cette mémoire assez vive encore en nous. Et on se dit, mais on avait dit plus jamais ça, c'est-à-dire les rejets, les actes antisémites, anti-roms, anti-migrants, etc. Eh bien si, on voit que ça recommence. Ça revient sur le devant de la scène et de ça manière très prégnante. sur le devant de la scène et en plus avec virulence et avec des propos, des discours aussi absurdes, aussi infects et mensongers que par le passé, comme si l'histoire n'avait pas servi de leçon. Comme si l'histoire se répétait. Pour le coup, là aussi, quand le vent reprend ses tours, c'est pour le meilleur, pour le pire. Hein. En filigrane, il y a aussi ce thème du secret, hein, puisque Gavriil a tout caché de son vécu. Est-ce que c'est par optimisme forcené? On sait à quel point, vous parliez de la Shoah, certaines personnes ont pu être dans une résilience tout à fait admirable. Donc est-ce que c'est comme ça par une espèce d'optimisme vaillant, ou est-ce que c'est par volonté de préserver son jeune ami? Il y a un mélange parce que du temps de leur amitié, il a à peu près 9 ans, je crois, quand il rencontre cet homme. Et le drame où il pense que cet homme décède dans un accident, il a 17 ans. Et l'autre lui raconte pas tout de son passé. Il fait des allusions, mais il lui raconte pas tout. À la fois, effectivement, pour un peu épargner quand il est enfant, c'était une évidence, et même encore adolescent, bon, leur amitié aurait continué, les choses auraient évolué, mais bon, ça s'est arrêté comme ça. Donc c'est une façon de le protéger, une façon aussi de se protéger lui-même, cet homme qui porte un passé extrêmement douloureux, comme beaucoup de gens de sa génération. Et puis il y a aussi cette c'est très spécifique quand j'ai lu donc ces différents textes qui étaient consacrés à des tziganes. Je dis tziganes pour être beaucoup plus général. Et il y a beaucoup une part d'immense pudeur. Et la relation aussi aux morts est très particulière. Hein. On connaît très mal. Dans quelle mesure ? Il le dit d'ailleurs à un moment, on n'a pas à redire, à réinvoquer les noms de ceux qui sont disparus. C'est un rapport extrêmement intériorisé. Il y a une très très grande pudeur dans la relation à ceux qui ont disparu. Donc cette part rome qu'il a, parce qu'il est par son père, il est d'origine, il est roumain, hein, il est roumain, mais par son père, il est d'origine ceux qu'on appelait les Allemands du Banat, c'est-à-dire des Roumains, mais qui étaient là depuis, qui étaient d'origine de régions d'Allemagne, différentes, parfois aussi de Lorraine, mais pareil, on connaît très mal les histoires des pays, et qui s'étaient installés dans certaines régions là en l'occurrence de Roumanie, depuis très très longtemps. Comme il y avait comme ça en Pologne, en ex-Tchécoslovaquie, il y avait des régions où des gens d'origine de langue allemande et de régions d'Allemagne étaient installés parfois depuis des siècles, mais ils avaient gardé des choses de leur culture, leur religion, leur langue, etc. Alors lui, ce personnage de Gavriil, il a peut-être gardé des choses de sa culture, mais en tout cas, il les montrait pas, il les dissimulait, et on imagine à quel point ça peut être déroutant pour Nathan, en l'occurrence, d'avoir évolué aux côtés de quelqu'un dont finalement il ignorait quasiment tout. Est-ce que vous pensez qu'il est important de tout dire, ou que parfois il faut préserver un peu de magie ? Il n'est pas indispensable de tout dire. Il est, en même temps, ça peut être très problématique de ne rien dire. Parfois, c'est très problématique parce que ça engendre beaucoup de malentendus, de cacher certaines choses très importantes. Ça peut déséquilibrer ou fausser une relation parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en amont d'un comportement, ou on ne s'explique pas parfois des comportements de quelqu'un pourtant qu'on aime beaucoup, qu'on croit connaître, et puis soudain un mot, un geste, quelque chose va le faire réagir d'une manière qui vraiment nous déconcerte ou peut être déplaisante, parce qu'on ne sait pas que ça a touché une blessure chez l'autre. Mais si on ne connaît rien de son histoire, vous voyez, on est dans des malentendus. Donc c'est quelque chose à rééquilibrer constamment. Et puis il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments où ça serait trop tôt pour avouer certaines choses, pour parler de certaines choses, mais parfois aussi c'est trop tard. Voilà. Il faut faire le moment le plus opportun. Oui. Le mensonge par omission, c'est une forme de trahison ?
Ah bah, si c'est mensonge, d'emblée, c'est négatif. Si c'est par omission, parce que ce personnage de Gavril... Il ment pas, il ment pas. C'est pas un mensonge, parce que l'enfant, lui, il pensait pas lui poser des questions. Comme il dit, quand il a des regrets après, mais il était trop jeune, il était aussi intimidé quand même. Ça ne lui serait pas venu à l'idée, même s'il avait parfois des questions, il n'aurait pas osé les formuler. L'autre lui en a posé quand même. Donc, si il n'y a pas mensonge de la part de cet homme, Gavril, c'est pas mensonge. Et puis, il y a aussi cet aspect-là. Alors, je ne détaille pas tout dans un roman, sinon c'est ennuyeux. Mais ce fameux Gavril, comme il est passé quand même par 2 fois au moins dans des camps, mais là du temps après du communisme, est-ce que ça développe ou ça provoque chez les gens qui sont passés par de telles épreuves une certaine prudence, pour ne pas dire méfiance. Il y a des choses qu'on ne dit pas pour ne pas s'exposer. Parce que vous pouvez raconter des choses, même vous pensez que vous êtes dans un café où il y a quelqu'un qui se montre amical à votre égard, et en fait, pas plus tôt sorti du café, il va vous dénoncer à la police en disant « il me semble que celui-là, il n'est pas dans la droite ligne du parti, il faut s'en méfier, etc. » Donc, il est aussi normal que cet homme se protège. Alors, il porte quand même les stigmates un petit peu sur son visage. Voilà comment vous décrivez ce personnage. Je cite, « L'homme n'était pas du tout un vieillard, il avait 45 ans, mais son visage aux traits accusés, marqué de lignes et d'éphélides, semblait imprimé de signes obscurs très anciens. » Donc on devine un peu sur son visage ces signes que vous qualifiez d'obscurs. Le visage est-il le miroir de l'âme ? Bon, c'est une expression consacrée, mais avec le temps, plus on avance en âge, plus il peut y avoir, si on triche pas avec trop son visage, mais même si on triche au sens chirurgie esthétique, etc., excès de maquillage, le regard est là. Il y a un moment où un regard, ou une expression, un je ne sais quoi qui échappe justement à la pure matérialité du visage, va comme avouer à votre insu quelque chose de au moins de votre humeur, mais aussi peut-être de votre personnalité. Donc, chez cet homme déjà d'un certain âge et qui a un vécu en amont déjà extrêmement lourd, oui, il a un visage, mais il peut y avoir des gens avec des visages assez marqués comme ça, effectivement. Marqués par les souffrances. Alors, je vais lire un petit passage parce qu'en fait, je trouve personnellement que vos livres de manière générale, et celui-ci comme les autres, valent autant par l'intrigue que par la façon dont c'est écrit. Alors, juste un extrait parce que je trouve que vous avez un style effectivement très poétique. Les Roms font partie des indésirables à exterminer, au même titre que les Juifs, les francs-maçons, les homosexuels, les communistes ou les opposants politiques. La déportation des Roms commence en 1942 et se poursuit jusqu'en 1944. Elle procède par étapes, d'abord les nomades, ensuite les sédentaires. C'est une grande poubelle à ciel ouvert où l'on entasse Juifs et Roms, opposants et résistants, et où l'on meurt en masse de froid, de faim, de dysenterie ou du typhus, mais aussi fusillés, livrés aux chiens, roués de coups, brûlés vifs dans un hangar, arrosés d'essence ou noyés dans les eaux du bourg. Donc effectivement, on voit, même si effectivement on en parle assez peu de cette souffrance du peuple rom, mais finalement c'est la souffrance dans son ensemble qui vous touche. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du sort des migrants. C'est depuis finalement mon premier roman qui date au moins 35 ans. Dans mes premiers livres, c'était la violence des guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre. J'ai évoqué aussi dans mon deuxième roman la guerre d'Algérie, même si on ne l'appelait pas comme ça pendant longtemps. Et la violence des passions, la violence, tout peut générer de la violence. Les passions amoureuses, la passion de l'argent, la passion du pouvoir, enfin c'est toujours à peu près les mêmes choses. Le sexe, l'argent, le pouvoir, les trois s'entendant très bien, s'entremêlant, s'appelant les unes les autres. Et puis maintenant ces passions identitaires qui ont l'air increvables. Mais le passage que vous avez lu, vous avez annoncé que c'était poétique. Moi je le trouve pas du tout poétique ce passage. Il est plutôt factuel. Oui. Il est terrible. Et encore, j'ai pas fait la liste de tous ceux qui étaient déclarés indésirables, ni la liste de toutes les manières de les laisser mourir. Mais face à toute cette détresse en tant qu'humain, on se sent quand même très impuissant. Est-ce que pour vous, le fait d'écrire sur cette détresse, et vous avez raison, ce passage en l'occurrence est assez factuel, est-ce que c'est quelque part votre façon à vous d'agir? Alors vous avez peut-être d'autres façons d'agir aussi à titre personnel et vous pourrez nous en parler, mais le fait d'écrire, de témoigner quelque part, même si c'est, on l'a bien compris, un personnage fictif, est-ce que c'est aussi votre façon à vous d'apporter votre pierre à l'édifice? Je dirais moi une façon d'agir parce que ça n'a aucune efficacité, hélas, mais plutôt de réagir.
C'est une sorte effectivement de réaction malheureusement qui s'avère plutôt impuissante. Mes livres ne vont pas bouleverser l'état des choses, mais c'est une manière. Oui, ça peut toucher quelques personnes au mieux, je peux espérer, mais c'est pas ça qui va changer les politiques migratoires ou le regard des gens sur les Roms qu'on peut voir dans la rue, etc. C'est parce qu'à chaque fois les drames, les problèmes sont très complexes. Il n'y a pas non plus d'angélisme à faire. On sait, on peut voir à chaque fois il y a des problèmes réellement qui se posent. Mais les réponses qui sont apportées d'une manière globale, surtout par certains pays, c'est assez, on a envie de dire terrifiant, mais surtout écœurant et révoltant, quoi. Voilà. Donc le fait d'écrire, c'est simplement que moi, chaque fois que je vais écrire, je pars pas avec un thème. Je me dis pas je vais écrire sur ceci ou cela. C'est parce que des personnages qui sont comme une sorte de cristallisation autour d'eux, j'imagine, de questions, de tourments, de choses qui tournent en moi depuis un moment. Ça se cristallise autour d'un personnage, ça forme un personnage que je découvre en écrivant. On va continuer à parler de vos personnages, de votre œuvre de manière générale et de vous-même dans une seconde partie. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. Alors Sylvie Germain, si vous m'entendez bien, nous allons continuer avec cette seconde partie. Installez-vous confortablement. Le principe de cette deuxième partie de l'émission est très simple. Je vais vous proposer des mots et sentez-vous libre de me dire ce qu'ils signifient pour vous. Le premier de ces mots, c'est le mot « je », J-E-U. Ah, le jeu. C'est très vaste comme sens qu'on peut lui donner. Moi, je pense plutôt au jeu au sens tel que le pratiquent les enfants, avec à la fois le mélange de sérieux, de gaieté et d'insouciance que peut avoir un enfant. Parce que ça peut être perverti, le jeu, comme n'importe quoi. Quand il y a des enjeux, on fait un mauvais jeu de mots là, quand il y a des enjeux d'argent ou de pouvoir, etc. autour du jeu, ça le dénature. Mais le jeu à l'état pur, comme ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, de jeu, il en est beaucoup question avec le personnage de Gavril qui, malgré toutes les souffrances qu'il a vécues et dont nous parlions à l'instant, parvient à conserver cet esprit d'enfance. Quelque part, c'est important qu'un adulte puisse conserver cet esprit-là. Ah, c'est plus qu'important, ça me semble indispensable, c'est vital. Je crois qu'un des grands malheurs dans nos sociétés, c'est un esprit de faux sérieux. Et c'est de refouler un véritable esprit d'enfance. Mais il faut s'entendre sur les mots. Un esprit d'enfance ou quelque chose qui reste de l'enfance enfantin, c'est pas infantile. Parce que malheureusement, il y a des gens, ils confondent un peu les deux. Et là, quand on a des comportements infantiles chez des adultes, c'est très agaçant et ça peut même déboucher parfois sur des résultats calamiteux, alors qu'un esprit d'enfance, dans l'esprit d'enfance, on met voilà cet esprit du jeu, mais en toute insouciance, enfin en toute innocence, et puis une capacité encore de s'étonner devant plein de choses, de goûter la vie comme à chaque fois avec une sorte de une capacité de saveur très grande. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur cet esprit d'enfance. Alors, vous aviez raison, l'extrait que je citais tout à l'heure n'était pas le plus poétique, et sur ce thème du jeu, quelque part, ou en tout cas de cette gaieté, je voudrais citer cet extrait-là. Gavril, donc, qui est l'un de vos personnages, Gavril vivait de petits boulots qu'il qualifiait de minables et grandioses. Il dînait des spectacles de rue à la belle saison. Certains soirs, il se faisait plongeur dans un restaurant. Certaines nuits, veilleur dans un hôtel. Il lui arrivait aussi de distribuer des prospectus sur un trottoir, de se faire homme de ménage ou laveur de carreaux, de garder et de sortir des chiens dont les maîtres n'avaient pas le temps de s'occuper. Il excellait dans l'inventivité, la diversité et la souplesse. Alors, on voit bien que finalement, il n'y a pas besoin pour garder cet esprit d'enfance d'avoir une vie de château quelque part. Il est assez exemplaire à sa façon, ce Gavril, de par sa capacité de résilience, comme on le disait tout à l'heure, et de par son habileté à rester gai et joyeux malgré ce qu'il a traversé et malgré une existence que l'on devine extrêmement précaire, à vous lire. Oui, puis aussi cette espèce de force de vie dans
dans cette passion qu'il a pour la poésie et aussi pour la mémoire. C'est un homme de transmission finalement. C'est un homme qui n'a rien, qui peut pas donner des objets, qui peut pas donner de l'avoir, des possessions. Il n'a rien. Ce qu'il peut donner, c'est de l'ordre d'une forme de savoir, de quelque chose qui est impondérable. Et finalement, ça, c'est très propre peut-être aux tziganes, justement. C'est pas tellement des biens qui vont léguer, mais c'est des coutumes, c'est un savoir, c'est des saveurs. Et Gavril, il est comme ça. C'est lui qui initie l'enfant, qui lui fait connaître et apprécier la ville où il habite. En l'occurrence, là, c'est dans Paris, d'une manière totalement neuve pour l'enfant, totalement étonnante et assez émerveillante. Il se balade au gré des rues, et en même temps, cet homme, étant marqué par le passé, par l'histoire, aime s'arrêter toujours devant les plaques. Vous savez, toutes ces plaques de commémoration qu'on peut trouver dans les villes. Ici, telle personne, en général de très jeunes hommes, qui sont morts entre 17, maximum la quarantaine d'années, souvent autour de 20 ans, sont morts à la libération de Paris. Toutes ces écoles où vous voyez des plaques où là, tant d'enfants juifs ont été déportés. Donc, on va trouver, ou bien aussi d'autres plaques moins dramatiques qui mentionnent que dans cet immeuble, tel poète, tel peintre, tel penseur ou autre, ou personnalité a vécu de telle année à telle année. Et ce Gavril, quand il se balade avec l'enfant dans les rues, s'arrête devant ces plaques et lui fait des commentaires à sa façon. Mais il lui fait des commentaires, il lui récite de mémoire des fragments de poèmes, etc. Et du coup, ça me fait penser à un très beau livre d'un artiste qui s'appelle Philippe Appelois, qui s'appelle Enfant de Paris, qui est paru chez Gallimard, et qui a une démarche extrêmement intéressante, justement, où il n'a fait que photographier. Il est allé dans les rues de Paris, et il est allé photographier le maximum de plaques commémoratives de cet ordre-là. Le jeu, quelque part, est-ce que c'est une façon de mettre à distance les difficultés, une manière aussi peut-être d'être et de devenir humain ? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure que le jeu, c'est à la fois très vaste et ça peut être ambigu, comme presque tout, avec les activités humaines. Dans ce côté tout à fait positif, c'est pas tant mettre à distance le reste des choses, ce n'est pas s'opposer au sérieux, c'est s'opposer à un faux sérieux. Je vous dis, dans le jeu, il y a de la gravité. D'ailleurs, quand vous êtes vraiment engagé dans un jeu, quel qu'il soit solitaire ou qu'il soit avec des partenaires ou des adversaires même, de toute manière, il y a des règles du jeu à respecter, il y a des temps de jeu aussi à respecter, temps, lieu, espace, on se croirait au théâtre, et du coup, vous voyez, il y a les deux, il y a à la fois une gratuité. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est son aspect de gratuité. En apparence, c'est pour rien, mais c'est aussi une sorte de fête, justement, de cette gratuité, de simplement le plaisir d'être là, de partager avec d'autres, de jouer avec le hasard. Pas seulement le hasard, parce que dans un jeu, il y a aussi des constructions de l'esprit, il faut prévoir des coups, etc. Donc, ça met un peu en fait, le jeu, ça met en fait différentes capacités que l'on a, d'imagination, de calcul, de mémorisation, vous voyez, de stratégie, etc. Et tout ça, ce n'est pas fait pour gagner ou s'imposer aux autres. Le véritable jeu, sa saveur, elle est dans le temps où il se déroule, où il s'improvise, où il se déroule. Il n'est pas dans sa finalité. Vous parliez de gravité, de gratuité et de finalité. On va parler maintenant d'obscurité. Le mot obscurité... Là aussi, comme toujours, c'est ambigu, comme tous les mots. Si on le prend dans un sens assez négatif, on l'oppose à la clarté. Et là, il va être mis du côté du négatif. Quelque chose d'obscur, c'est quelque chose qu'on voit mal, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à démêler. Mais l'obscurité a aussi un charme immense. D'abord, on ne goûterait pas la clarté s'il n'y avait pas d'obscurité, comme on dit pour l'ombre et la lumière, ou la nuit, le jour. On a besoin des deux, on a besoin de
ces scansions, on a besoin de ces... C'est des oppositions qui se complètent. Donc, dans l'obscurité, et moi je le vois aussi comme une sorte de quelque chose d'une densité à l'intérieur de laquelle couvent beaucoup de possibilités, de choses qui peuvent être à la limite de la mémoire de l'oubli. Et peut-être c'est bon qu'elles y restent un certain temps, et puis qui peuvent ressortir un peu transformées du fait d'avoir séjourné dans l'obscurité. Et on voit toute la beauté de ce qu'est l'obscurité, par exemple, c'est les peintres qui vont la révéler. Les contrastes entre les zones de lumière ou de pleine couleur, la couleur étant comme une captation de la lumière, une sorte de fête de la lumière. Mais pour mettre en valeur vraiment certaines couleurs, il est bien de les opposer, les couleurs, des couleurs très franches avec d'autres, des couleurs très lumineuses avec des couleurs plus sombres, justement plus obscures, plus plombées. Et voilà, pour moi, ça va pas, l'un va pas sans l'autre. C'est amusant effectivement que vous fassiez référence à la peinture, parce que pour ceux de nos téléspectateurs qui vous connaissent mal, vous êtes effectivement très, très fascinés par les arts, la peinture, la sculpture. Et alors pour revenir à l'obscurité, vous nous parliez de nuit tout à l'heure. La nuit, c'est quelque chose qui semble vous avoir beaucoup inspiré. Vos premiers livres s'intitulaient Le Livre des Nuits, suivi de Nuits d'Ambre. Ils ont d'ailleurs reçu plusieurs prix littéraires. Ça vous fait peur la nuit? Ça vous fascine? C'est un mélange. Alors ça fait peur, oui, les peurs quand on est enfant ou même adulte, tout dépend. Tout dépend là aussi où on se trouve la nuit dans la ville, la nuit dans une forêt, la nuit dans la campagne ou en bord de mer, c'est pas tout à fait pareil. La nuit noire et la nuit de pleine lune, c'est pas tout à fait pareil. Disons que c'était plutôt là dans mes premiers livres, c'était pris aussi dans un sens, le sens métaphorique que l'on prête en général au mot nuit, c'est-à-dire des passages là pour le coup de totale obscurité, et c'est surtout une image qui a été utilisée dans la mystique, aussi bien la mystique espagnole que l'on songe aux écrits de Saint Jean de la Croix, et bien sûr dans la mystique rhénane, le thème de la nuit est toujours très important, parce que pour tous ces auteurs, hommes ou femmes qui ont fait des expériences qui relèvent de ce qu'on appelle la mystique, et il y a toujours une grande, longue traversée de zones obscures, parfois de turbulences, où ils ont l'impression qu'ils ont perdu tout repère, ils sont dans l'égarement, ils sont dans une solitude parfois qui peut être effrayante, ils ne comprennent plus rien à ce que peut être mis sous le vocable de Dieu, et il y a cette traversée des nuits. Donc là aussi, on n'accède pas, vous voyez, c'est toujours en relation avec la lumière. Même les plus grands mystiques ne vont pas accéder directement comme ça à une vision de béatitude, ils ont à traverser des épreuves. Vous disiez à l'instant, ils ont parfois l'impression qu'ils ont perdu des repères. Justement, dans l'obscurité, il y a la nuit, mais avec un peu de lumière. Ces couleurs et ces ombres, est-ce qu'elles existent vraiment, ou est-ce qu'elles sont le fruit de nos représentations? C'est peut-être un mélange. Pour qu'il y ait des fruits de notre représentation, on n'aurait pas de représentation ni d'image dans notre imaginaire, et si on n'avait pas été nourri d'images venues du champ du visible avant. Donc ensuite, notre perception peut réagir sur le visible, mais au départ, si on n'a pas été nourri d'images, si on n'a pas vu ce qu'est la lumière, ce que sont les couleurs, ce que sont les formes, on ne peut pas à son tour en projeter. Je crois qu'il y a un va-et-vient constant entre les deux. Alors effectivement, il y a un va-et-vient, et on le voit dans l'ensemble de votre œuvre. Il est beaucoup question de la misère et du mal qui habite l'univers, mais souvent aussi, dans cette souffrance, il y a une illumination qui parfois donne sens au malheur, donne sens aux humiliations. Quel sens vous donnez personnellement à ces sursauts ? C'est pas tant que ça donne sens au malheur. Comment peut-on oser dire ou justifier donner sens au malheur ou à des épreuves? On peut pas leur donner du sens. Ça serait comme les justifier, comme ceux qui veulent donner une explication presque logique au mystère du mal. Le mal est un mystère et restera un mystère. Il n'y a pas d'explication qui soit satisfaisante. À chaque fois, on est révolté. C'était la poétesse Marie-Noël qui écrivait dans son journal qui s'appelle Notes intimes. Si je me souviens, j'ai peur de pas bien citer, elle dit que de tous les mystères que
que Dieu nous donne, s'il y en a un qui est un mystère, où Dieu nous donne à penser, où il n'y a jamais de réponse, c'est celui du mal. Et c'est vrai que la thématique du mal, ça reste un mystère, encore plus qu'une énigme. On peut lui donner plein d'explications, effectivement, mais aucune, quel que soit tout le faisceau qu'on va tresser d'explications pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement du mal, son origine, etc. Il y a quand même toujours quelque chose qui nous échappe. Et il vaut mieux reconnaître, avoir la modestie de le reconnaître, pour ne pas se croire le pur chevalier blanc qui va terrasser le mal. En général, c'est là qu'on tombe à son tour dans cette espèce de roue infernale de la dynamique du mal. Il n'y a rien de pire que ceux qui se prétendent vouloir, au nom du bien, combattre et mener certaines guerres. Et finalement, ça fait autant de dégâts que ceux qui sont en face. Donc, je vous dis non, le mal, en revanche, le fait de l'avoir eu à le subir, de le traverser, on peut réinventer du sens pour soi et pour les autres. On peut réinventer du sens à partir de là, à partir de ce grand fracas. Mais c'est pas le mal lui-même qui donne du sens. Je vous amène à présent sur un terrain un peu plus connoté, on va dire. Vous qui êtes l'auteur d'un livre intitulé Chemin de croix, que vous inspire le terme résurrection ? Là, je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, parce que, alors là, pour le coup, encore, on est dans le vocabulaire du mystère, c'est un peu facile de répondre comme ça, parce que c'est une manière de ne pas répondre, bien sûr, mais là, vraiment, comme le mystère du mal me dépasse, bien sûr, celui de la résurrection qui se pose aux antipodes, parce que là, c'est vraiment du côté de la vie avec un V majuscule, de la vie, du côté lumineux, le plus éblouissant qui soit. Ça reste là aussi, pour ceux qui y croient, un acte de foi. Ça relève d'un acte de foi, ça. Rien ne peut nous le démontrer, nous le prouver scientifiquement, donc c'est un acte de foi. Et c'est une sorte de défi à la raison, à nos habitudes, et en même temps, c'est un défi magnifique. Alors, on l'accepte, on le relève pas, on l'accepte. Chacun fait selon son histoire, sa sensibilité, son réseau de croyances, parce que qu'on le veuille ou non, on est tous dans des croyances. Même quand on se dit athée, c'est encore une croyance. On croit que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, mais on est toujours dans une forme de croyance, puisqu'on n'a pas de preuves. Donc, la résurrection, ce qu'il y a de absolument singulier, qui est propre à la religion chrétienne, enfin à la révélation dans le christianisme, c'est quelque chose qui ne peut que mettre à l'arrêt, nous mettre dans un étonnement total, qui peut se terminer par « c'est absurde, je refuse de croire à ça » ou « je n'y crois pas » tout simplement, ou continuer, ou y croire et adhérer complètement, ou rester dans, pas vraiment un non-lieu, mais un questionnement indéfini devant ce mystère, devant cette possibilité. Dans la logique de l'espérance chrétienne, est-ce que, dans un sens figuré, la résurrection, c'est pas l'opportunité aussi de revivre après une épreuve ? Et sans vouloir déflorer votre livre, pour ceux des téléspectateurs qui seraient tentés de le lire, chacun des deux personnages traverse une épreuve et revit après cette épreuve. Est-ce qu'il y a aussi cette notion-là pour vous ? Là, vous me l'avez présenté, je pense, dans son sens fort, même son sens absolu, celui lié à la résurrection du Christ. C'est la bonne période pour en parler, là. Mais alors après, on l'utilise aussi dans le vocabulaire courant pour quelqu'un qui réémerge d'une maladie ou d'un coma, ou d'une longue phase de dépression, voilà, il y a des gens qui vont dire « je me sens ressuscité ». Mais ça, c'est un autre degré, c'est un mot qu'on emploie souvent, et il y a autant de différences entre la résurrection christique et celle dont on parle comme ça dans le langage courant, qu'entre le retour à la vie, qui n'est pas vraiment une résurrection, c'est-à-dire le retour à la vie de Lazare ou d'autres miracles dits de résurrection dans les évangiles, et celle du Christ. Parce que ce soit Lazare ou cette jeune fille ou le jeune garçon que le Christ va ramener à la vie alors qu'ils étaient considérés comme morts, ils revivent, ils vont avoir à
nouveau un temps de vie, mais ils auront à nouveau à mourir. C'est pas ça la résurrection. Hein. C'est la résurrection dite du Christ. Donc il faut quand même bien distinguer les deux. Alors maintenant, heureusement, dans la vie courante, il y a suffisamment d'épreuves comme ça, mais il arrive quand même aussi assez souvent que des gens puissent sortir, émerger, retrouver le goût de la vie, que ce soit sur un plan physique, de santé, que ce soit mental, ou que ce soit une joie de vivre ou une créativité qu'ils avaient perdue pendant un temps. Je vous ai déjà entendu dire que nous sommes de plus en plus dans un déni de la mort. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, je crois pas avoir eu l'occasion d'en parler souvent. Oui, on est dans un déni de beaucoup de choses. Le déni de la mort dans nos sociétés, on en parle depuis longtemps. C'est-à-dire que la mort est on la cache au maximum. Dès que quelqu'un est mort, ça n'a plus rien à voir, je veux dire, avec. On le sait, ça c'est réenfoncer des portes ouvertes. Tout le monde sait ça. La façon dont autrefois les gens vivaient la mort était quand même intégrée dans la vie des gens, et même les enfants allaient saluer une dernière fois l'aïeul qui était mort, la personne qui était morte. Il n'y avait pas un tel tabou dessus. Maintenant, c'est très caché, on éloigne beaucoup les enfants de ça, on cache, et en même temps, par les jeux, par les films qui peuvent être d'une extrême violence, par des mises en scène absolument effarantes, même de violence et de cruauté, on va voir des mises en scène constantes de la mort, mais dites virtuelles. Et la mort au sens vraiment dramatique dans la vie des gens, il y a quelque chose qui nous est souvent un petit peu ôté, oui. Je vous propose un dernier mot, c'est le mot destin. C'est un mot que je n'aime pas. Dites-nous pourquoi. Là aussi, qu'est-ce qu'on entend par destin, si c'est comme si on avait d'emblée, vous voyez, quelque chose qui nous serait comme imposé, comme si tout était déjà écrit. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous ne croyez pas? C'est une sorte de fatum. Non. Il y a des choses qui dessinent un destin, bien évidemment, du fait de tout ce qu'on reçoit dès la naissance, tant sur le plan biologique, génétique, psychologique, ensuite le milieu dans lequel on est, enfin, tout ce qui fait qu'on est très préfabriqué et prédéterminé. Et il y a toujours quelques même petites capacités, zones de liberté et de créativité qui peuvent permettre de les échapper. Alors, qui est globalement déjà comme vous voyez, des lignes qui sont tracées, mais ce n'est pas se confondre avec ce mot de destin si on l'entend comme quelque chose de presque d'irrémédiable, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est quelque chose qui m'est assez étranger et qui ne me séduit pas du tout intellectuellement. Alors moi, je le voyais plutôt au sens de vocation, mais je voudrais dire justement quelques mots sur votre parcours, puisque j'ai été assez étonnée en faisant des recherches, en vous googlisant, comme on a coutume de dire, puisque j'ai vu que de 78 à 80, vous aviez été documentaliste à la Datar, que vous aviez été au Conseil d'État dans un cabinet d'architecture, que vous aviez ensuite eu un poste de fonctionnaire au ministère de la Culture à Paris jusqu'en 86, et qu'ensuite vous êtes devenu professeur de français et de philosophie au lycée français de Prague. Et donc j'avais envie de vous demander comment est née votre vocation, puisqu'apparemment vous avez eu 1000 vies en une, en tout cas 3 ou 4, et comment est née cette vocation d'écrivain? Non, tous ces emplois, j'ai envie de dire, c'était au début pour un peu financer mes études, et puis tout simplement pour faut bien vivre. Et le goût de l'écriture, pas au sens littéraire et de fiction, ça m'est venu relativement tard, mais le goût de l'écriture, je l'ai eu, je crois, très tôt. C'est-à-dire comme si je sentais plus ou moins consciemment que pour pouvoir élaborer un peu une réflexion, une pensée quelle qu'elle soit, j'avais besoin de passer par de l'écrit, que je concevais mieux les choses si j'écrivais. Et du fait d'avoir poursuivi après mon baccalauréat des études de philosophie jusqu'à un doctorat donc de 3e cycle, ça veut dire que sans arrêt vous écrivez les dissertations et puis des travaux plus importants, mémoire, maîtrise, DEA, etc.,
jusqu'au doctorat, chaque fois, ce sont des écrits un petit peu plus longs, un peu plus touffus, etc. Et puis un jour vient où c'est terminé, vous avez vos diplômes, il n'y a plus de prétexte universitaire pour écrire. Et dans la foulée de tout ça, je suis passée effectivement à la fiction. J'avais dû faire quelques écrits avant comme ça, mais pour mes tiroirs, quoi. Parce qu'il y avait cette pratique de l'écriture, mais je ne me sentais pas une vocation d'écrivain, comme certains écrivains où j'entends des peintres ou autres, très très tôt, dans leur petite enfance, se pensaient destinés justement, sentaient qu'ils avaient une vocation à devenir vraiment écrivain. Moi, ça s'est fait, disons, à bas bruit, de manière continue. Est-ce que vous estimez avoir eu de la chance ? Ah oui, beaucoup. Oui. Et quelle différence faites-vous entre hasard et providence ? Le hasard, on va dire, il est plus neutre. Le hasard, il peut être mortel, comme résurrectionnel, il peut être enjoué, il peut être... Enfin bon, bref, le hasard, oui, tout est possible. Quand on parle de providence, c'est d'emblée d'un côté positif. Disons que la providence, ça va être un hasard heureux, et encore, les deux ne sont pas du tout synonymes de toute façon. Là, dans l'idée de providence, il y a déjà un peu une idée presque de destin. Vous voyez, une idée de chance, de quelque chose qui vous est vraiment proposé, comme si quelque chose qui vous est destiné. Alors que le hasard, si on le prend comme tel, on peut le prendre vraiment d'une manière tout à fait neutre et considérer que voilà, c'est comme ça aurait pu être tout à fait autrement, et donc c'est absurde. Alors que dans les autres mots, il y a du sens qui s'infuse. Pour revenir à votre vocation d'écrivain, vous avez dit un jour « Écrire, c'est être en quête d'un peu de compréhension de ce qui est humain ». Et alors, en effet, on sent dans votre œuvre une vraie préoccupation pour l'autre, un vrai amour de l'être humain. Est-ce qu'il y a chez vous une volonté de bousculer, en douceur évidemment, les consciences ? On écrit déjà essentiellement pour soi-même, et donc pour essayer de comprendre un peu ce qu'est l'humain, c'est à commencer finalement par soi-même en tant qu'être humain, aussi plein d'obscurité que les autres, aussi plein de tentations à commettre des choses qui peuvent être fort moches, traversées de pensées fort moches. Tout est possible, et c'est vrai que les romans, du fait de mettre en scène des personnages très divers, c'est une manière d'essayer de sonder comme ça cette complexité et ces obscurités. Là, pour le coup, on peut en parler de la psyché humaine. C'est Kundera qui disait, je crois que c'est dans l'art du roman, en parlant des personnages, il dit qu'un personnage romanesque, et il appelle ça un ego expérimental. Et je trouve que c'est une très bonne formule. Effectivement, un personnage, c'est une manière vous savez, comme quelqu'un va essayer de sonder la terre en essayant d'écouter, d'ausculter, pour entendre des sons qui mugissent sous quelque chose. Et les personnages, ça permet un peu ça aussi, de se balader dans l'humain, en fait. Merci beaucoup pour cette balade dans l'humain, en tout cas pour cette balade dans votre œuvre et puis dans votre parcours. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, Sylvie Germain. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette expérience ? C'est jamais évident de se retrouver seule sur un plateau. Le mieux quand vous êtes là. Ah bon, me voilà revenue alors. En tout cas, c'était intéressant d'avoir un éclairage philosophique, je dirais, sur voilà, ces grands thèmes. Alors, je me posais la question, quand vous donnez vie à des personnages comme ce Nathan, ce Gabriel ou tous ceux que vous avez pu créer depuis que vous êtes lancé dans l'écriture, vous passez plusieurs mois avec ces personnages. Est-ce que c'est difficile de s'en séparer ? Oui et non, c'est difficile, c'est complètement paradoxal, parce que quand vous commencez un livre, alors que je n'ai aucune idée où je vais aller, comment ça va se passer, il y a une espèce d'exaltation quand même, d'excitation, on passe par toutes les phases, aussi de désespoir et tout, et plus ça avance, et plus on voudrait que ça soit fini pour connaître la fin, à la limite. Est-ce que vous ne la connaissez pas toujours dès le début ? Ah non, du tout, parfois je suis même très surprise en chemin, et même agacée, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais bref, une fois que c'est fini, alors on est à la fois content et puis à la fois très désemparé. Et oui, c'est comme, vous savez, quand on a été avec des gens qu'on aime bien, même parfois si on s'est un peu frité, mais comme quand on était jeune.
Et puis, on est avec ses amis, ses copines, etc. Et le moment où on doit se séparer, on est complètement, voilà, on est malheureux. Bah oui, on voudra encore continuer le... Et il reste des traces de ça, et puis on n'a pas tant d'imagination que ça, même si chaque fois c'est nouveau, etc. Il y a des fils conducteurs, des ressemblances entre des personnages. Il y a un artiste, alors là c'est pas forcément un personnage, voilà, parce qu'il existe vraiment, qui vous a manifestement beaucoup frappé, c'est Vermeer. Vous lui avez consacré l'un de vos livres. Vous semblez, je le disais tout à l'heure, aimer beaucoup la peinture. Quelle est la toile, alors qu'elle soit de Vermeer ou d'un autre peintre? Est-ce qu'il y a une toile qui vous touche particulièrement et pour quelles raisons? Il y a tellement de tableaux qui m'émerveillent. Alors, par exemple, pour prendre chez Vermeer, mais on pourrait prendre chez beaucoup d'autres, c'est ceux qui sont vraiment parmi les plus dépouillés. La femme, vous savez, qui tient comme ça avec son petit caraco jaune, qui tient son collier de perles, c'est vraiment l'éloge de la lumière, quoi. Devant un miroir, où la femme à la fenêtre dans des tons bleus comme ça, ou celle qui lise les lettres, parce que bon, il y a tous ces thèmes qui sont en soi éminemment poétique. L'ailleurs est dans l'ici. La lettre, l'Élise à l'intériorité, tout ça est dans le silence et à l'intérieur d'une maison, mais la lumière vient de dehors. Ces mots qu'elle lise, ça vient de quelqu'un qui est ailleurs. Vous voyez, il y a toujours ce jeu entre les deux. Mais ça peut être aussi bien les fresques de Lascaux, des Giotto, j'adore par exemple la peinture du Tintoret qui est au contraire une espèce de somptuosité, parfois même une sorte de violence, de danse, mais je peux aimer Giotto ou Fra Angelico qui sont au contraire dans une grande sérénité, placidité, et puis un émerveillement absolu bien sûr pour Rembrandt qui est vraiment un peu au-dessus de tout le monde. Mais il y en aurait des dizaines d'autres à mentionner. Et puis aussi, chez des contemporains, ou même, disons maintenant déjà du XXe, ils sont plus tout à fait contemporains, comme Rothko et comme beaucoup d'autres. Mais je m'intéresse aussi à la peinture d'un Soulages, à des... Vous voyez, c'est très, très divers. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quel est le moteur? Il n'y a pas toujours... Le moteur est parfois en panne. Donc ça peut arriver. On fait comme si, on se force. Non, le moteur... c'est quand même, il y a toujours tellement à faire et à voir. Voilà, il y a toujours... C'est la curiosité, en fait. Oui, et je me dis d'ailleurs que c'est pour ça qu'on dit qu'on est vieux quand on n'a plus de curiosité. On peut être vieux à 20 ans. Et puis il y a des très très vieilles personnes qui sont pleines d'énergie, parce que de curiosité à porter encore aux autres, à l'actualité, à ce qui se passe, à, voyez, à ce qui se crée, à ce qui est en train de se passer. Puis il y a des gens où qui se la jouent précieux dégoûtés, il n'y a rien de plus insupportable. Et il y a des gens qui ont perdu, alors il y a tous les cas de figure, il y en a, c'est des dépressions, ils ont perdu, ils perdent le goût de vivre parce qu'ils perdent le goût de tout. Alors, puisque vous parlez de dépression, dans votre œuvre, de manière générale, vous abordez quand même des sujets assez sombres, et puis on parlait tout à l'heure de la souffrance, de la mort, etc. Alors même s'il y a beaucoup de poésie, qu'il y a ces personnages fantasques et qui permettent de prendre de la distance, et je me posais la question, qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie? Plein de choses, et parfois un peu à côté de la plaque. Parfois, ce qui fait rire les gens ne me fait pas rire du tout. Je vous dis, il m'arrive de rire à côté de la plaque. Disons, parfois, il vaut mieux rire aussi de certaines aberrations ou certaines suffisances. C'est un peu des rires de désespoir, mais parfois, il vaut mieux en rire. En écoutant tout simplement parfois la radio, en lisant certaines déclarations, on est consterné de tant de suffisance, bêtise et arrogance. Bon, il vaut mieux en rire. Mais ça, c'est pas un rire très gai, quoi. Non. Sinon, bon, on peut rire de tas de choses. Moi, ce qui m'amuse le plus, l'humour, je réponds peut-être pas à votre question, c'est l'humour sur le langage. Moi, j'avais une passion, par exemple, c'était Raymond DeVos. C'était un véritable bonheur, voilà, mais bon, je connais pas assez non plus. C'est effectivement un magicien des mots. En tout cas, oui, les mots, vous les maniez également très bien. Je rappelle, avant de terminer cette émission, le titre de votre livre, paru chez Albin Michel, Le vent reprend ses tours. Merci beaucoup, Sylvie Germain, d'être venue sur notre plateau. Avant de terminer, est-ce qu'il y a juste une chose peut-être que vous voudriez dire ou ajouter pour conclure? Non, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc il serait temps de faire l'éloge du silence. L'éloge du silence. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée et à très vite.